Fin du monde, fin du mois, même combat. Ce slogan est né des manifestations simultanées entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement de lutte contre le changement climatique en France. Il est l'expression d'une volonté citoyenne de rapprocher les luttes écologistes et les luttes sociales contre un ennemi commun qui serait le système capitaliste. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'on tente de faire collaborer le mouvement environnemental et le mouvement ouvrier, loin de là. Cela fait des décennies que les interactions entre ces deux mouvements sont étudiées par des sociologues, des politologues, des économistes, des anthropologues et j'en passe. Alors que sait-on des liens entre le mouvement ouvrier et le mouvement environnemental, ce que certains appellent l'alliance la plus puissante qui puisse exister dans les mouvements sociaux? Nous allons parler de classe ouvrière dans une définition socio-écologique, c'est-à-dire une classe caractérisée par sa composition, des personnes qui gagnent leur vie par le travail physique effectué dans l'agriculture, l'industrie ou les services, son statut, c'est-à-dire les moins rémunérés occupant généralement le bas de l'échelle dans la hiérarchie du travail, et son exposition aux risques environnementaux les plus élevés. Les intérêts communs de cette classe ont longtemps été représentés par les syndicats, mais pas que, et donc ce serait une erreur de voir dans la baisse du taux de syndicalisation une disparition du mouvement ouvrier. Il faut savoir que les personnes issues de la classe ouvrière sont les plus affectées par les dégradations environnementales. Elles travaillent dans des environnements plus dangereux, vivent dans des quartiers plus pollués, ont moins les moyens d'en partir et ont moins accès à la nourriture saine. Elles sont donc parmi les premières victimes des dégradations environnementales. Mais il est dans l'intérêt de la classe dominante de masquer tout ça pour éviter justement la formation d'alliances entre écologistes et ouvriers. Pourtant, les alliances réussies entre environnementalistes et ouvriers sont de plus en plus répertoriées par les chercheurs et les chercheuses, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Et c'est ce que nous allons explorer sans plus tarder. Les syndicats ont une longue histoire d'engagement sur les questions environnementales qui date d'ailleurs des années 1950-1960, notamment concernant les impacts négatifs de l'industrialisation sur les classes les plus défavorisées. Ces préoccupations environnementales liées à la santé publique étaient d'ailleurs bien intégrées à un projet politique plus vaste visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses. La médecine du travail, mais aussi des militants venant d'autres milieux comme le milieu féministe, antiraciste, écologique, communiste et apparenté, ont beaucoup joué un rôle d'alliés en fait pour soutenir ces syndicats progressistes. De même, des dirigeants syndicaux se sont engagés intellectuellement et politiquement auprès des environnementalistes, jusqu'à même contribuer à former la politique environnementale des Nations Unies dans les années 1960 et 1980. Mais avec l'augmentation des coûts de l'énergie, la stagnation voire la régression du marché de l'emploi, les syndicats progressistes qui autrefois défendaient des semaines de travail plus courtes ou alors des meilleures conditions de travail, se sont retrouvés juste à devoir défendre le maintien de leurs emplois. Dans le même temps, certains écologistes arrivèrent à des conclusions plus radicales et ont remis en question l'intérêt même de la croissance économique pour préconiser des politiques de croissance zéro, voire de décroissance, ce qui contribuera à aligner davantage les travailleurs. La question du rapport à la croissance n'est toujours pas réglée aujourd'hui, même si la perspective d'emploi vert a permis un petit peu de contourner le problème. Nous pourrions nous attarder sur l'histoire de la conscientisation des ouvriers par rapport aux questions environnementales, à la contribution des penseurs théoriques ou encore de leaders syndicaux engagés comme Walter Reuter. Mais pour cette revue de littérature, nous allons plutôt tenter de vérifier la validité scientifique de deux idées reçues qui reviennent systématiquement lorsqu'on parle des ouvriers et des écologistes. La première, c'est que les préoccupations environnementales n'intéressent que les classes moyennes ou bourgeoises et que les classes ouvrières sont beaucoup trop occupées à sauvegarder leur maigre pouvoir d'achat. Et la deuxième, c'est qu'il existerait une opposition fondamentale entre l'économie et l'environnement. Ces deux idées sont très présentes dans le discours des politiciens, des patrons et, sans surprise, dans les médias. Ouais, la décroissance, on retourne dans les grottes préhistoriques. Et, à vous entendre, on devrait plonger dans la guerre civile, on devrait mettre des millions d'emplois en danger, si vous voulez, parce que l'apocalypse nous guette. Voyons voir ce que disent les chercheurs en sciences humaines et en économie sur ce sujet à travers une revue de littérature de plus de 50 ouvrages et articles majeurs. Certains chercheurs se sont donc intéressés aux différences culturelles entre les deux groupes pour voir si celles-ci favoriseraient ou non leurs oppositions. Le fait que ceux et celles qui composent le mouvement environnemental soient principalement issus des classes moyennes peut impacter la façon dont ils conçoivent les solutions et donc l'accès des ouvriers à ces solutions. Cependant, l'idée comme quoi les valeurs et les croyances caractéristiques de la classe ouvrière sont fondamentalement en opposition avec l'environnement sont clairement réfutées par toutes les recherches sérieuses en sciences sociales. Il faut aussi faire attention à ne pas se concentrer uniquement sur l'identité ouvrière, qui est plurielle par ailleurs, mais aussi prendre en compte les contextes politiques et économiques, les institutions ou la présence de leaders syndicaux engagés.
Loin de se préoccuper uniquement de leurs intérêts personnels et immédiats au détriment des questions environnementales, les études montrent que les ouvriers syndiqués sont tout autant, voire plus, conscientisés sur les questions environnementales que la population générale ou les ouvriers non syndiqués. Cependant, ça ne veut pas dire que la classe ouvrière partage les mêmes priorités que les organisations environnementales mainstream issues des classes moyennes. Les luttes environnementales de la classe ouvrière n'ont pas comme objectif principal la protection de la nature en tant que telle ou des autres espèces vivantes en soi. Elles se concentrent généralement sur la défense des conditions de vie très pratiques de la classe ouvrière. Elles sont en soi très similaires dans leur approche aux luttes environnementales menées par les personnes racisées qui se concentrent généralement sur des questions de justice sociale. Leur lutte principale ne concerne pas des espaces naturels, lointains et sauvages, mais bel et bien la pollution qui se trouve au bas de leurs portes et qu'ils subissent de manière disproportionnée. La question qui se pose est la suivante. Quand est-ce que les syndicats et les défenseurs de l'environnement sont des alliés et quand est-ce qu'ils sont des adversaires? Alors il n'y a pas de règle universelle et absolue. Néanmoins, on constate qu'il existe des points particuliers de convergence possibles dans la lutte contre les accords commerciaux néolibéraux, la réduction de la pollution ou d'autres effets dangereux liés à la production industrielle, et la transgression particulièrement scandaleuse de normes environnementales et sociales par des dirigeants d'entreprise. Il y a par contre un consensus scientifique sur le fait que les préoccupations liées à la santé sont les bases durables sur lesquelles les alliances entre écologistes et ouvriers se sont construites et se construiront. La montée de l'activisme en faveur de la santé environnementale et de la justice environnementale offre ainsi de nouvelles possibilités de coopération. La perception que les réglementations environnementales seraient un frein pour l'économie et donc une menace pour l'emploi ont en effet historiquement poussé certains syndicats à mobiliser leurs ressources et leurs membres contre les groupes et activistes environnementaux. Pourtant, l'idée selon laquelle une réglementation environnementale plus stricte amènerait à une suppression des emplois et une stagnation économique n'est prouvée par aucune analyse économique sérieuse. C'est essentiellement un mythe utilisé par le patronat pour chercher des alliés favorables à son opposition aux réglementations environnementales. Et en effet, cela a fonctionné à plusieurs reprises. Pour les chercheurs Katsis et Grossman, cette stratégie manipulatrice où l'on fait croire à la fermeture d'usines pour intimider les ouvriers et les faire s'allier au patronat a un nom, le chantage à l'emploi. Ironiquement, l'absence d'hostilité entre ouvriers et environnementalistes résulte probablement du fait que la perte d'emploi générée par les réglementations environnementales sont si marginales que leurs relations globales ne sont pas affectées. Globalement, la revue des études scientifiques montre que les relations entre environnementalistes et ouvriers sont bien meilleures que ce qu'on pourrait nous faire croire sur les médias. Cependant, les positions idéologiques et les contradictions internes du mouvement ouvrier et du mouvement environnemental, ainsi que la puissance des idées capitalistes et des groupes pro-business qui dominent les bureaucraties internationales et les médias, menacent de compromettre les alliances entre les deux mouvements. Aujourd'hui encore, leurs alliances sont des alliances de court terme et peinent encore à aboutir sur des identités communes qui leur permettra de mieux résister à l'épreuve du temps. L'adoption d'un environnementalisme syndical ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de problème ou de débat sur la question de l'environnement. Pas plus que l'acceptation des droits civiques n'a éliminé la question de la race. Cela veut dire toutefois que la protection de l'environnement devient un objectif légitime et souhaitable, et non un défi ou une contrainte dont il faut évaluer le coût de manière épisodique. Alors oui, il est facile de penser que ce projet est utopique, mais on pourrait répondre qu'il est impossible que l'on puisse, sur le plan environnemental ou social, maintenir les taux actuels d'expansion de la production, du travail et de la consommation au cours de ce siècle. Et encore moins dans un avenir lointain. Les économistes de l'environnement, bien que très peu de politiciens jusqu'à ce jour, insistent depuis 50 ans quand même qu'il est impossible de concilier une croissance économique infinie avec la durabilité écologique et appellent à une évolution vers une économie beaucoup plus humble, voire planifiée. On retourne dans les grottes préhistoriques. Merci d'avoir suivi cette vidéo revue de littérature. Vous trouverez en description la retranscription écrite avec toutes les sources scientifiques citées. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et des autres.